Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui donc Matrix Résurrection, enfin il est sorti au cinéma et en même temps sur HBO Max pour ceux qui habitent aux États-Unis donc on va y revenir à travers cette critique où je ne vous le cache pas, je suis un peu partagé sur ce Matrix Résurrection. Malheureusement j'avais envie d'être sacrément emballé et de vous dire qu'on avait vraiment là le droit à une véritable suite qui valait vraiment le coup et malheureusement ce ne sera pas le cas. On va un petit peu détailler ça dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop spoiler ou alors quand je le ferai, je vous dirai à quel moment je le fais. Alors, l'impression que me donne ce Matrix Résurrection, surtout on va dire dans sa deuxième partie, j'ai l'impression d'un semblant de Matrix. C'est-à-dire que de par surtout la forme, parce que maintenant Lana Wachowski est sans sa sœur, et je trouve que ça se ressent car il y a un côté sur la forme dans ce Matrix Résurrection un peu moins bien produit évidemment que les trois films qu'on avait, et on a aussi je trouve l'absence d'un Joel Silver, donc producteur quand même hyper important du Hollywood des années 80, même des années 2000, puisqu'il avait produit les trois premiers Matrix. Son absence se ressent également car je trouve que Lana Wachowski là pour le coup sur ce quatrième opus elle est totalement en roue libre. Ça a ses avantages, ça c'est défaut, on va en parler bien évidemment, mais voilà, je trouve qu'il y a des absences de cette trilogie Matrix qui faisait le sel de la trilogie Matrix. Je pense par exemple également à Yen Wu-Ping, hein, évidemment chorégraphe des trois premiers, et bien également son absence se fait ressentir assez cruellement. Mais il n'y a pas que ça qui ne va pas dans Matrix Résurrection, il y a également un problème sur le fond, mais c'est vrai que déjà sur la forme on est vers quelque chose qui pour moi se rapproche beaucoup plus d'un Cloud Atlas, d'un Sense8, et j'adore Cloud Atlas et Sense8 et vous le savez très bien, sauf que là on est quand même sous on est avec un film sous licence, voilà, licence Matrix. Donc, il s'agirait de respecter un minimum quand même les codes. Ce qu'elle fait plus ou moins, tout en essayant de déconstruire également, parce que c'est un peu le but, de déconstruire la mythologie Matrix, mais je trouve qu'elle le fait parfois avec un petit peu de maladresse. Alors donc, je parlais de Sense8 et également, on va retrouver une bonne partie du casting hein, de la série Sense8, donc soit au niveau des acteurs et également au niveau des scénaristes et des co-scénaristes qui avaient travaillé sur Sense8. Et c'est en ce sens que je trouve que le projet bloque un petit peu parce que clairement on n'est pas dans Sense8, on est quand même dans Matrix. Et donc tu as envie de lui dire à Lana Wachowski, si tu avais envie de raconter finalement plus ou moins la suite ou aller dans les mêmes thématiques, bah fallait rester finalement soit sur Sense8, soit sur Cloud Atlas et ne pas forcément utiliser l'objet Matrix pour aller vers ce qu'elle avait envie de faire finalement un petit peu dès le départ, de raconter une véritable histoire d'amour entre voilà Neo, Trinity, etc. Ce qu'on avait déjà bien développé, je trouve, dans les trois premiers films, et que là, elle va nous ressortir, toujours, je trouve, avec un petit peu de maladresse, et surtout, à mon sens, avec des choses qui ne sont pas assez développées. Mais évidemment, il reste la première heure qui, pour moi, est archi brillante. Elle est archi brillante tout simplement parce qu'elle va jouer sur tout l'aspect méta. Et on en a beaucoup parlé. J'en avais parlé, évidemment, dans les deux premières vidéos sur Matrix que j'avais fait, où on sentait, évidemment, non pas un discours révolutionnaire comme elles l'ont exprimé dans les trois premiers films, et c'était ça peut-être qui me faisait un petit peu tiquer sur ce projet-là, parce que je me dis après, qu'est-ce que tu veux raconter une fois que tu as tout raconté sur la révolution, sur comment se battre contre un système, comment relancer un système, etc. Qu'est-ce que tu veux raconter en fait après ça? C'est très difficile, et donc là effectivement elle va carrément vers autre chose, et elle va tirer à boulet rouge sur l'industrie hollywoodienne. Alors c'est intéressant, parce qu'elle le fait je trouve de façon assez habile. Donc on revient sur le premier film, on établit des parallèles, Neo ne sait plus qui il est, limite nous non plus on ne sait plus qui on est, et à la limite la force de cette première heure par rapport au personnage de Neo, c'est qu'en fait elle nous met quasiment à sa place. On a clairement ce côté totalement paumé, et ça je trouve que c'est quand même assez habile de sa part, de nous mettre dans la peau comme ça, d'être quasiment dépressif surtout quand on aime le cinéma, puisque c'est un peu de ça dont on va parler. Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et donc ça c'est quand même super intéressant, je trouve qu'elle le met bien en scène. On est vraiment avec un personnage mais vraiment archi dépressif. Alors le problème quand même dans cette première heure, je trouve, même si j'aime beaucoup cette première heure, c'est qu'on a évidemment une surexplication de ce nouveau monde avec de nouveaux termes. On n'a plus quasiment les termes d'avant, on va avoir des nouveaux termes, etc. Mais le problème qui se passe, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de penser au premier film quand tu as ce genre de surexplication mélangée évidemment à l'action. Et ce qui faisait évidemment la qualité du premier film, un peu moins sur Reloaded c'est vrai, mais sur le premier film, c'est que tu avais cette symbiose parfaite, c'est que tu avais cette alchimie parfaite entre l'explication et l'action. Et ça, on ne peut pas l'enlever du premier film, c'était vraiment, ça marchait, il y avait cette alchimie comme ça qui fonctionnait parfaitement.
Et sauf que là, elle essaye de reproduire quasiment la même chose, et je trouve que là, clairement, ça marche moins bien. C'est-à-dire on a des tunnels de surexplication, des explications. C'est très verbeux, ça parle beaucoup, ça blablate, ça blablate. Alors évidemment, pour nous expliquer l'entrée dans son nouvel univers, oui, c'est indispensable. Sauf que je trouve qu'elle n'arrive pas à mélanger, qu'elle n'arrive pas à nous mélanger en même temps ses explications à l'action, ce qui fait qu'on perd en rythme beaucoup. Il y a des fois où c'est pas compliqué du nez, mais on se dit voilà, voilà, bon, bah passe la seconde, mais ça, c'est dommage. Et c'est ce qu'on avait dans le premier film. Je rappelle que le premier film est surexplicatif. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous expliquer comment fonctionne ce monde. Mais on n'en oublie jamais l'action, on n'en oublie jamais. Il n'y a jamais une faute de rythme dans le premier film. Là, c'est un petit peu l'inverse quand même. Et c'est vrai que pour revenir sur le personnage de Neo, on a l'impression d'avoir un Neo qui n'a plus de destinée à accomplir, qui est là sur sa chaise de créateur ultime en fait de jeux vidéo, et finalement qu'est-ce qu'il a à raconter? Il semble totalement perdu. Et c'est vrai qu'on peut évidemment l'associer à Lana Wachowski parce que le moteur principal, la chose pour laquelle elle a voulu faire ce Matrix Résurrection, c'est qu'elle a pensé évidemment à la mort de ses parents, qui l'a profondément marqué, choqué, attristé, et elle a avoué à demi-mot que ce Matrix Résurrection était quasiment une sorte d'hommage finalement à ses parents décédés, et qu'elle a voulu faire un film sur le décès, qu'elle a voulu faire un film là-dessus. Mais évidemment, c'est touchant, évidemment, on peut prendre en compte ce truc-là, mais est-ce que ça ne pose pas une limite? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, oui, mais est-ce que tu es là pour te raconter? Est-ce que nous, ce qu'on a envie de voir dans Matrix, c'est de nous parler de la société, de nous parler d'un système? Alors, elle va le faire avec, évidemment, le cinéma, mais c'est vrai qu'elle va beaucoup se raconter. Et est-ce que ce n'est pas là, justement, les limites de ce Matrix Résurrection? C'est vraiment la question qu'on peut se poser, parce que on a vraiment cette impression-là, quoi. On a vraiment cette impression-là. Et du coup, on peut se demander, voilà, quelle est la valeur rajoutée de ce quatrième opus? Effectivement, et c'est ce dont j'avais très très peur quand il y a eu la mise en chantier de ce truc-là, c'est que je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a à raconter? C'est toujours cette même question. Alors oui, tu peux raconter l'amour, tu peux raconter la mort, tu peux raconter plein de choses, mais est-ce que ça colle véritablement avec l'ADN de Matrix? C'est réellement la question quand même qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a également une entreprise de démolition de sa propre saga? Ce dont j'avais un petit peu peur, parce que maintenant, c'est vrai que quand on est un réalisateur, auteur audacieux, il est toujours bon de revenir sur certaines sagas qui valent de l'or, et finalement de faire joujou avec et de les détruire un petit peu. Alors, ça, j'avais un petit peu peur de ça, et finalement, elle ne va pas vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'elle va jouer effectivement avec les codes qu'on aime de Matrix, c'est-à-dire le bullet time, elle va se réapproprier le bullet time pour en faire totalement autre chose. Je n'en dirai pas plus à ce niveau-là pour pas trop vous spoiler, mais c'est plutôt malin. Mais surtout, ce qu'elle va nous dire, et ça, elle le fait dire à travers la bouche d'un personnage, ça ne finit jamais, nous racontons et toujours la même histoire, seuls les visages changent, et c'est exactement ce qui va se passer, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce Matrix Résurrection, elle n'a pas pu avoir, par exemple, Laurence Fishburne pour Morpheus, elle n'a pas pu avoir Hugo Weaving pour les agents Smith, bon, peut-être pour des histoires de contrats, etc., ça j'en sais pas plus sur la question, mais en tout cas, ils ne sont pas dans le film. Donc du coup, maligne comme elle est, elle va s'en servir pour justement appuyer ce que je vous disais juste il y a même pas 3 secondes, c'est-à-dire en gros, nous dire que oui, tout est interchangeable, c'est-à-dire qu'on va presque avoir, allez, à la limite, une parodie, entre guillemets, d'un Morpheus, et qui va reprendre quasiment le même phrasé, qui va reprendre les mêmes choses, les mêmes phrases iconiques, en fait, du premier film, mais on va s'en servir, on va se servir de ce nouveau, entre guillemets, Morpheus pour faire carrément autre chose. Donc c'est vrai que ce qu'elle nous dit là, elle se moque finalement de sa propre entreprise, de ce qu'elle est en train de faire. Et, je dirais même qu'elle remet un peu en question ce qu'elle est en train de faire aussi. Donc elle est lucide sur ce qu'elle fait. Mais c'est aussi là les limites, parce que tu peux effectivement faire un blockbuster où tu vas tirer à boulet rouge sur les blockbusters, mais à ce moment-là, ne fais pas de blockbuster, parce que forcément, à un moment donné, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, et c'est un peu ce qui va arriver justement dans cette deuxième partie, quoi. Alors bien évidemment, même si on aura des scènes d'action bien faites, bien réalisées, on va avoir voilà toute une scène d'action dans le train qui est plutôt sympa à Tokyo, etc. On va avoir quelques scènes par-ci par-là qui vont nous rappeler les grandes heures de Matrix 1, Reloaded, etc. Sauf que là où le bas blesse pour moi, c'est que par exemple, quand tu regardais Matrix Reloaded, il intervient, je sais plus, 2-3 ans après le premier, et moi, je rentre dans la salle et je me dis, mais comment tu veux qu'ils aillent plus loin sur la forme que le premier Matrix, où on s'est pris une gifle monumentale, avec les scènes de kung-fu, avec les bullet time, comment tu veux faire mieux? Et très franchement, il faut se souvenir dans Matrix Reloaded de la scène de l'autoroute, qui est absolument dingo, il faut se souvenir de la bataille de Neo contre les milliers d'agents Smith, scène étirée jusqu'à plus soif, mais qui est juste exceptionnelle, encore maintenant, tu la regardes,
C'est juste pour moi une des plus grandes scènes, peut-être une des plus grandes scènes d'action de l'histoire du cinéma. Et donc, c'est en ce sens qu'il y avait une véritable plus-value. Mais là, tu sens que sur les scènes d'action, c'est juste du repompage en fait, de la singerie en fait de ce qu'on avait vu sur le premier Matrix, mais sans valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une création artistique folle qu'il y avait par exemple sur Reloaded, qu'il y avait même dans Révolution. Et là, on ne la sent plus du tout. C'est-à-dire que soit il y a deux choses, elle n'a pas le talent de sa sœur pour réaliser effectivement une scène d'action digne de ce nom et inventer carrément de nouveaux codes visuels. Donc elle n'a peut-être pas ce talent-là, ou alors elle s'en fout. C'est-à-dire que voilà, c'est l'un ou l'autre. Elle s'en fout parce qu'en vérité, elle est passée à autre chose depuis la fin de Révolution. Elle a fait Cloud Atlas, elle a fait Sense8, qui n'ont rien à voir avec Matrix et qui sont très très bien, mais elle est clairement passée à autre chose et peut-être que ça ne l'intéresse plus non plus de faire des grosses scènes de bagarre, de kung-fu, de machin, et même inventer de nouveaux codes visuels. Ça, c'est la question qu'on peut se poser, en tout cas dans cette deuxième partie, qui pour moi est beaucoup plus faiblarde, parce que là, on est, pour moi, dans une singerie du premier. C'est-à-dire que finalement, j'ai pas l'impression qu'on nous raconte vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est là où je parle de plus-value, voilà, où pour moi, elle se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'ok, elle tire à boulet rouge sur les blockbusters, et ça, il n'y a pas de problème, on a compris le message. Mais après, en termes de narratif, qu'est-ce que tu nous racontes de plus que ce que tu nous racontais dans le premier? Qu'est-ce que tu nous racontes de plus sur un système qu'on reload, qu'on reboot? Bah, franchement, pas grand-chose. On va jouer sur un espèce de faux suspense avec Trinity, qu'on ne voit pas beaucoup, Carrie-Anne Moss, et pourtant, elle a envie que ce soit le centre du film, cette histoire d'amour, c'est très important, mais malheureusement, elle n'arrive pas à en faire grand-chose parce qu'elle n'utilise pas le personnage de Trinity comme il faudrait l'utiliser. Et finalement, je ne spoil pas la fin, mais c'est quelque chose qu'on voit plus ou moins venir un peu à des kilomètres à la ronde, et ça arrive pour moi comme un cheveu sur la soupe, et du coup, même le personnage de Trinity manque à l'appel, il manque beaucoup de développement, alors qu'elle va s'éterniser des fois sur des personnages secondaires qui finalement ne sont pas plus développés que ça, et que en fait on se retrouve avec une flopée de persos, et en fait tu dis ouais bon lui on s'en fout, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa destinée à lui, c'est quoi son arc, c'est quoi son truc, et en fait elle va se perdre dans les méandres de personnages inintéressants, alors qu'elle aurait pu véritablement là redévelopper le personnage de Trinity, ce qu'elle tente de faire au début quand même. Elle a un arc narratif intéressant parce qu'elle part quand même d'autre chose que de Trinity qu'on a connu, attention, ça c'est intéressant, mais le problème c'est qu'après pour moi on la voit pas assez, c'est pas assez développé, et puis d'un seul coup ça y est, puis à la fin elle ressort, et puis c'est parti. Bon, je trouve que vraiment c'est pas très très bien développé tout ça. Ensuite pour moi dans cette deuxième partie, clairement du mauvais goût affiché et des choses où elle pourrait presque faire un espèce de dernier Jedi-like à la Ryan Johnson. On n'en est pas très très loin, on n'est pas là tout à fait, attention, mais je sais pas moi le côté, voilà, et là je spoil, je suis désolé, je vais spoiler, donc vous revenez me voir une fois que vous aurez vu le film, mais c'est vrai que le côté on est potes avec des machines, des concepts assez étranges de créatures robotiques sur laquelle je sais pas, on est dessus comme si on était sur des motos et tout ça, bon, ça c'est un truc, je n'y arrive pas, vraiment je n'y arrive pas. Pareil, si on part dans la ville, dans cette espèce de nouvelle ville, voilà, qui a un autre nom maintenant, bon voilà, c'est plus Zion, c'est autre chose, mais clairement on a l'impression que c'est le Matrix du pauvre. Il faut quand même se remémorer Zion, quoi. Zion, c'était une ville pleine, c'était une ville où ça vivait, c'était une ville où il y avait énormément de, presque même de codes, comme une ville normale en fait, et puis c'était, voilà, plein de gens, il y avait une véritable révolte qui se mettait au sein de cette ville, et là on a l'impression que t'as 4 personnes, voilà, qui sont là, à droite, à gauche, t'as juste, voilà, le personnage de Niobe qui est là, voilà, en mode il faut relancer le truc, faut relancer la machine, mais si tu veux, le truc, c'est l'impression qu'ils sont 4-5, quoi, qu'il n'y a rien d'autre. J'ai trouvé vraiment que ça faisait un peu, semblant de Matrix du pauvre, alors que ces scènes-là, elles sont méga importantes, elles sont surjouissives quand tu vois justement les 3 premiers films, et que tu vois la vie qu'il y a dans Zion. Alors c'est bien de mettre une statue de Morpheus pour nous rappeler que c'était un des leaders de la résistance et tout, mais le problème, c'est que vu qu'elle nous parle plus de ça, en fait, on oublie presque la fonctionnalité première d'un personnage comme Morpheus. Et c'est vrai qu'on a l'impression finalement d'une espèce de communauté qui n'est plus vraiment dans une forme de rébellion, de résistance, même si oui, je suis d'accord, Lana Wachowski ne veut plus nous raconter ça parce qu'elle l'a déjà raconté. Mais c'est vrai que c'est quand même assez représentatif de nos sociétés actuelles, c'est-à-dire que maintenant, voilà, alors, tout le monde va dans son petit truc, va dans sa petite communauté parce que le monde devient fou, parce que oui, effectivement, le monde est violent, mais plutôt que d'affronter cette violence et donc de monter par exemple une petite résistance, etc., on préfère aller ailleurs, etc. Et t'as l'impression finalement que ce film raconte aussi un petit peu ça. C'est triste,
Mais c'est vrai que aussi, Lana Wachowski, il faut bien le dire, elle est passée à autre chose, hein, disons-le. Bon, maintenant, c'est vrai qu'elle est pétée de thunes, elle a plein de choses, etc. Donc, je pense qu'elle s'en fout un peu de dénoncer un système pour lequel, finalement, elle travaille, puisqu'elle travaille quand même pour une grande corporation. Elle a beau se moquer de Warner Bros. Et des blockbusters et tout. Bon, son film, il est signé chez Warner, ça va rapporter des millions de dollars et tout ça. Donc, si tu veux, c'est en ce sens... Non pas que le film soit hypocrite, mais disons que c'est là où je trouve que le film a ses limites, tout comme le mérovingien qui est mal utilisé, voilà, cette espèce de il est devenu complètement clodo, etc. Alors oui, ça lui permet encore de reparler de l'industrie hollywoodienne et c'est plutôt sympa à travers voilà, quand il dit suite, spin-off, etc. Bon bref, c'est plutôt marrant, mais on a un peu de la peine quoi pour un personnage qui était quand même voilà, qui avait la classe quoi, qui était vraiment hyper important, surtout dans Reloaded et dans Révolution. Mais bon, en gros voilà, j'ai essayé de vous dire en gros mon ressenti sur ce Matrix Résurrection. Je le reverrai bien entendu. Je ne sais pas si je le reverrai à la hausse, mais très clairement, voilà, je suis partagé. Moi, pour moi, ça commence très très bien avec ce concept méta. Moi, que j'aurais emmené peut-être même quelque part un petit peu ailleurs que de faire un truc de je te remets dans la matrice. Mais bon, j'ai pas d'idée forcément sur la question, mais moi j'aurais fait peut-être autre chose. J'aurais profité de ça pour raconter encore un autre truc. Donc pour moi, il y a une première partie qui est très très bien et la deuxième où là on tombe pour moi dans un mauvais remake, je trouve, du premier. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me refaire Reloaded, Révolution, voire même le premier, bon évidemment, parce que là vraiment on avait des films mais vraiment brillants et qui fonctionnaient. Voilà, d'un point de vue blockbuster hollywoodien, bien calibré, bien écrit, bien scénarisé, on avait quand même quelque chose qui fonctionnait très très bien. Et là, tu sens plus l'auteur qui a envie de se faire plaisir, qui est un peu en roue libre et voilà, qui pour moi n'invente plus grand chose et je pense qu'elle ferait mieux de rester dans des choses comme Sense8, comme Cloud Atlas qui lui vont beaucoup mieux maintenant ce qu'elle est devenue ce qu'elle est et d'oublier peut-être de nous faire penser finalement à une pseudo-révolution qui n'arrivera pas en nous reparlant de Matrix. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!